Bonsoir, il est 18 h à l'écran de l'actualité. Bienvenue chez nous les artistes, votre talk info des arts et de la culture. Regardez, ma table est brandée, il y a matière à lire ce soir. Redécouvrir Yaoundé, revisiter l'histoire de Yaoundé, eh bien, parce que Yaoundé a 130 ans ce soir. Aujourd'hui, on en parle avec un invité, le professeur Jean-Emmanuel Pondy, qui est là comme Tatiana Ambédé. Bonsoir Tatiana. Bonsoir Steve. Dans l'actualité, des événements assez marquants et vous avez les premiers titres. Les parties prenantes à l'exécution des projets financés par le FECOM dans la région de l'Est doivent collaborer activement pour améliorer le taux d'exécution de ces projets. Recommandation de la 4e session de la commission mixte régionale de suivi et de contrôle de cette catégorie de projets. Les travaux ont permis de formuler des propositions pour améliorer les compétences des CTD de l'Est dans le domaine de l'exécution des projets. Et puis, le Centre régional de désarmement, de démobilisation et de réintégration a un mois d'existence, ce samedi 30 novembre. Effectivement, Steve, nous allons... Un an, je voulais dire. Un an d'existence, le Centre régional de désarmement, de démobilisation, de réintégration a un an d'existence ce samedi 30 novembre, vous l'avez dit Steve. Créé en 2018 par le chef de l'État Paul Biya, le Centre DDR a accueilli à ce jour 60 ex-combattants séparatistes du Nord-Ouest. L'accueil et l'encadrement de ces pensionnaires se poursuivent. La vie de cette structure, c'est dans ce reportage d'Augustin Guizana. Voici la cheville ouvrière du Centre régional de désarmement, de démobilisation et de réintégration de Bamenda. La journée des Sixtus Gabsa se déroule entre coups de fil à partir du bloc administratif à Obsession et la descente dans les locaux des ex-combattants au quartier Ntamba. Né d'un décret présidentiel le 30 novembre 2018, le centre DDR de Bamenda va accueillir ses premiers pensionnaires un mois plus tard. Nous avons maintenant une soixantaine d'ex-combattants qui sont dans le centre. Parmi ces 60 ex-combattants, il y a 7 filles, 53 garçons et un enfant de 2 ans. L'encadrement de ces hommes et femmes qui ont déposé les armes suit un processus propre à chaque ex-combattant. Sur le plan de désarmement, ceux qui viennent, certains d'entre eux amènent les armes. Mais c'est les forces militaires qui sont responsables des armes. Ils prennent les armes et ils conservent les armes pour éventuellement les détruire. Et là, on commence le travail de démobilisation. Quand ils sont en brousse, ils font beaucoup de choses nocives à leur santé. Et quand ils viennent, on fait beaucoup de choses sur le plan de la santé. Les premiers venus se disent déjà prêts pour renouer avec la vie normale. Before I came here, I was very dirty, and I was living a worldly life. Since I came to this center, many things have changed about me. So look at me, I'm living good, eating good food, so I will call for my brother in the bush that bush is not the right place for them. That you come and join us here, let's enjoy this life together. Le test réussi pour leur réinsertion dans la société, c'est à travers la pratique des activités agro-pastorales ici aux alentours du centre. Toutefois, le centre rencontre quelques difficultés. Tenu par une équipe directe d'une dizaine d'employés sous la coordination de Sixtus Gabsa, le centre DDR se donne la mention « peut mieux faire » au bout d'un an. Pour le moment, il y a un technicien d'agriculture qu'on a employé qui travaille dans le centre. On a fait un poulailler, plusieurs vagues de poulets qu'on a déjà fait. Beaucoup d'entre eux sont maintenant, je peux vous dire, des experts. On est en train de faire aussi une porcherie qui est là. Sur ce, le coordonnateur réitère l'appel du président de la République, Paul Biya, aux séparatistes de déposer les armes et d'intégrer le centre de désarmement, de démobilisation et de réintégration, porte de sortie honorable de la vie de criminels. Les conseillers de la commune de Barndake dans la Benoué, région du Nord, déterminés à promouvoir l'agriculture de seconde génération et de lutter contre la défécation à l'air libre. Engagement pris au cours de la session ordinaire de cette commune consacrée à l'examen et au vote du budget pour l'exercice 2020. 911 millions de francs CFA seront mis à contribution pour améliorer les conditions de vie des populations de cette unité administrative. Jean Foumargue de CRTV Nord. Les populations de Barndake, situées à 18 km du Nigeria,
vivent essentiellement de l'agriculture, de la pêche et des petits commerces. Seulement, ces activités sont menées de façon archaïque et du coup moins rentables. C'est donc pour apporter leur contribution à améliorer ce secteur d'activité que les 22 conseillers se sont réunis au cours de la session ordinaire consacrée à l'examen et au vote du budget pour l'exercice 2020. Il ressort des travaux que 911 millions de francs CFA seront investis afin d'améliorer les conditions de vie des populations dans cette unité administrative. Il y a le secteur routier, agropastoral, sanitaire et éducatif. C'est vrai, pendant notre mandature, nous avions quand même eu à faire une 60aine de salles de classe, mais c'est insuffisant. Le deuxième adjoint préfectoral de Garoua, qui représentait le préfet à ces travaux, a demandé à l'exécutif municipal de jouer chacun sa partition pour la lutte contre les enlèvements avec demande de rançon, en dénonçant auprès des forces de maintien de l'ordre et de sécurité toute personne suspecte. Réserver les ressources de la municipalité pour que, au début de l'exercice 2020, que la commune ne se trouve pas avec des caisses vides. Au terme de la rencontre, les conseillers ont à l'unisson pris l'engagement de tout mettre en œuvre pour l'émergence de l'arrondissement de Mayo-Ourna. Le président de la République a alloué une somme de plus de 9 milliards de francs CFA pour la construction d'une nouvelle unité de production d'huile de palme à la société Pamol Plantation menacée par la crise dans la région du Sud-Ouest. Annonce faite par le directeur général de cette société qui exprime sa gratitude au chef de l'État. Les travaux de construction démarrent en 2020, comme nous le dit Stéphane Talla dans ce reportage. L'extension de ces plantations dans la presqu'île de Bakassi, l'agro-industrie Pamol qui exploite le palmier à huile dans le sud-ouest reste engagée dans un vaste programme d'investissement. Une nouvelle unité de production d'huile de palme verra le jour dans les tout prochains mois. Le projet, qui va coûter un peu plus de 9 milliards de francs CFA, est le fruit d'un partenariat signé entre le gouvernement et une société malaisienne dénommée Sawepak. Nous allons démarrer les travaux en janvier, parce que tous les fonds ont été octroyés à la Pamol et tout est en place pour que ces travaux commencent. Donc nous remercions le président de la République parce qu'il a eu un intérêt particulier pour ce projet. Une fois en place, l'usine sera bénéfique tant pour la société que pour les populations du Ndian et du sud-ouest en général. Ça va réduire les coûts de production parce que maintenant on porte beaucoup de charges qui est évitable. La vie de Ndian, surtout, va changer parce que nous avons presque 10 000 familles qui dépendent de la Pamol. Avec 15 employés tués et des installations vandalisées dans la Mémé et le Ndian, la Pamol a payé un lourd tribut de la crise qui sévit dans le nord-ouest et le sud-ouest. Grâce à la collaboration entre les populations et les forces de défense, bon nombre de séparatistes ont été neutralisés et les activités reprennent progressivement dans les plantations de Mundemba. De quoi rassurer les responsables qui invitent les populations à rester vigilantes et à continuer de protéger la Pamol qui est une source de revenus et de développement. Attention, notre rein ne doit pas souffrir. La Société camerounaise d'urologie se prépare pour la grande réunion des médecins spécialisés en la matière dans la sous-région. Effectivement, Steve, les médecins spécialisés en urologie de la sous-région vont se réunir à Yaoundé du 23 au 25 septembre 2020 dans la perspective de ce grand rendez-vous autour de l'avenir de l'urologie. La Société camerounaise d'urologie se prépare déjà à ce sujet. Je vous propose d'écouter son président, le professeur Frou Anwafor de Feuve. Dans cette réunion, les journées d'urologie pause Afrique centrale va donc intéresser les urologues de l'Afrique centrale d'abord et venant des autres régions de l'Afrique. L'Afrique de l'Ouest, l'Afrique orientale et l'Afrique australe notamment. Et il serait question d'échanger sur les pratiques de ville
les soins et les prestations, mais aussi la formation continue et les résultats des travaux de recherche. Bien évidemment, nous allons aussi tisser les liens de coopération dans la recherche et ces mouvements dont des stratégies avancées pour apporter notre expertise là où se trouvent les malades et les problèmes de santé publique. Et c'est sur cette note santé que s'achève cette édition d'Information CIV. Merci. Chez nous, les artistes, nous avons la culture de l'info. Merci Tatiana Mbédé d'être passée. Évidemment, ce soir, vous avez vu que ma table est chargée. L'histoire prend encore du volume. Tatiana, on a des livres d'histoire. Tatiana, vous le savez comme moi, Yaoundé a 130 ans et c'est une édition spéciale Destination Capitale ce soir. On va à Douala également, qui rentre dans l'actualité à la faveur de la dédicace d'un livre qui n'est pas nouveau, il est vieux, mais assez intéressant. Sur les rues de Douala, de Félix Betbo, c'est notre invité aussi aux côtés du professeur Jean-Emmanuel Pondy. Bonsoir, vous êtes chez nous les artistes. Bongo miko doje duna benge yo ikombwami omulema ponda ese nasenito maneka mungenge yo mbowami omulema ponda ese nadango beku mbone njita la miondi ekombwami omulema ponda ese tomo musipoi musibuki muniyo mbowami omulema ponda ese nongelete minga mese. Étienne Mbappé, une signature d'Étienne Mbappé, l'un des plus grands bassistes de ce Cameroun Moulema, comme on l'aime et comme on aime l'histoire. Ce soir, justement, devoir de mémoire, balade dans les rues de l'histoire avec Félix Betbo, auteur de ce livre, sur les rues de Douala, baptisées au nom du Père, du Fils et du Saint-Colon. Et voilà qui fait sourire le professeur Jean-Emmanuel Pondy. Professeur, bonsoir. Bonsoir. Ce n'est pas nouveau, vous qui êtes très attentif à l'actualité, vous vous êtes dit encore aujourd'hui, voilà, un an de plus pour Yaoundé. Et ça nous donne le plaisir de redécouvrir Yaoundé dans ses deux versions français et anglais. Exactement. Alors, je vous propose ce livre de Félix en lui disant bonsoir Félix. Bonsoir Steve. Vous revenez fraîchement de la dédicace de ce livre à la librairie des peuples noirs. C'est ici à Yaoundé et je le passe au professeur. Peut-être il va nous en donner une première lecture tout à l'heure. Mais ce qui est intéressant aussi, Happy Birthday Yaoundé, Douala n'est pas à côté. Oui, Douala n'est pas à côté. Douala, c'est la ville sœur de Yaoundé. Douala a été historiquement la première ville du Cameroun. Mais Yaoundé est connue aujourd'hui comme étant la capitale politique. Donc, chaque fois qu'on parle de Douala, on parle de Yaoundé. C'est deux villes sœurs qui ont pratiquement chargé d'histoire, chargé de personnages historiques, chargé de choses à raconter. Et c'est intéressant. Et je crois que vous intéressez également le professeur, si jeune, déjà une si grande mémoire sur les rues de Douala. On y reviendra. Mais je vous invite à revisiter rapidement nos unes. Le festival Ngondo bat son plein à Douala, justement, on en parlait. La fin, c'est demain matin, comme le veut la tradition, tous les 1er décembre. On vous donnera des nouvelles. En cette soirée également, la fin du congrès Ekambeti à Obala, c'est dans le département de l'Alequier. Une semaine de travaux, danse et aussi la fin du festival Mbam Art. Et justement, allons à Bafia où c'est célébré la deuxième partie du festival Mbam Art 2019. Retrouvez notre reporter Victor Lema. Il était avec Patrice Djouabé. L'appel a retenti dans les 9 familles du Grand Bam. Les chefs supérieurs et leurs différentes populations
ont convergé sur la place des fêtes de Bafia pour la grande cérémonie de clôture du festival. Tous honorés par la présence des invités de marque. Le ballet des danses patrimoniales a une fois de plus mis en exergue le riche patrimoine culturel du Grand Bam. Le festival a déjà pris un envol réel. Il faut que les jeunes suivent. Et il faut que les anciens réussissent à convaincre les jeunes que s'il n'y a pas la culture, il n'y a pas le développement. Les habitations des 9 familles et le musée du village du festival étaient l'objet de curiosité des visiteurs. Les femmes, principales sujets de cette édition, ont tenu à rendre hommage à leurs frères, mères et époux pour la place qu'elles occupent dans la société traditionnelle du peuple mbamois. Elles ont, à cet effet, préparé un mets qu'ont dégusté les garants de la tradition séance tenante. Sur une note de joie et de satisfaction, le festival Mbam Art édition 2019 s'est refermé, laissant le rendez-vous pour 2021. Merci à Patrice Djouabé et Victor Lema. Ce reportage qui nous fait plaisir. Victor, s'il vous plaît, rapportez-nous du Numpé. C'est comme ça qu'on appelle le vin blanc à Bafia. Et dans l'actualité également, le festival Mboa BD s'est déplacé de Douala à Yaoundé cette semaine. Des activités assez intenses avec une motion quand même, art et de la bande dessinée, l'art et des jeunes qui sont motivés dans la dénonciation, entre guillemets, ils ont dit activisme, non, provoqué pour mieux sensibilité. C'est un peu cet engagement qui a rassemblé les artistes de bande dessinée, les BDistes, mais pas seulement. Écoutez ce propos de Clémence Hérault, qui est la chargée culturelle, de mission culturelle à l'Institut français du Cameroun de Yaoundé. La bande dessinée est un art de l'activisme, justement, notamment avec la thématique cette année autour de l'afrofuturisme narratif et imaginaire. Ça nous permet justement d'entrer dans une nouvelle bulle et dans un autre univers que l'on peut créer nous-mêmes à travers le dessin. Et donc je pense que ça fait partie de l'activisme. On a toujours l'impression que la bande dessinée est destinée aux enfants et à travers ce festival, on peut apprendre que la bande dessinée est aussi destinée aux adultes. On peut le voir à travers toutes les rencontres professionnelles. Le public qui fréquente ce festival n'est pas seulement un public de jeunes, mais également un public adulte, féminin et masculin. Malgré le fait qu'il y ait énormément de BDistes masculins, c'est aussi un art féminin. Et ça nous parle. Quand la bande dessinée imagine, raconte les futurs possibles, c'est autrement dit le thème de cette 10e édition du Mboa BD Festival, bande dessinée, afrofuturisme narratif et imaginaire. Annabella Tabi, notre reporter, est allée plus loin. Voici ces images. Activism through the use of comics and its importance as a campaign tool for political or social change is at the center of discussions on this table. These comics, novelists and video game designers believe they have the power to influence society through their art. We want to develop a good cooperation between the filmmakers and the BDists, and it's very important to look to watch what they are talking about, how they are working, how they want to change the system. It doesn't mean that the system is not good, but we want to try to show and propose a different solution to live better, to live together, and to have the potentiality to show for the children that the Cameroon is a good country. After hosting the first part of this 10th edition of the Mboa BD Festival in Douala, they will now share their creativity and passion with the population of Yaoundé. From now to Saturday, the Mboa BD Festival will take place at the French Institute of Yaoundé and the Yaoundé Handicraft Center, where conferences and workshops will take place.
Et il y en a eu, pas seulement à l'Institut français de Yaoundé, mais également au monument de la réunification, ici à Yaoundé, sur le plateau à Temengue. Et on en parlera justement dans cette édition de Chez nous les artistes, dans le zapping de l'histoire. On ira revoir l'histoire du monument de la réunification, mais aussi le monument de la nouvelle liberté. C'est cela, Félix, qui est un peu le symbole de Douala à Deido. On ira au carrefour Deido en images. Et parlons justement de Douala et de Yaoundé. On s'est dit ce soir, destination capitale, on refait l'histoire, on revisite l'histoire. D'abord, on l'a dit en début d'émission, Yaoundé a 130 ans, oui 131, peut-être que ce livre nous donne des références assez solides à propos, 1888, 1882. Alors, c'était un 30 novembre 1889 que les explorateurs allemands fondent ce qui va devenir la capitale du Cameroun à partir de 1909, professeur. On n'a pas fini de revivre l'histoire. C'est une ville qui grandit, qui se construit. Bien sûr, mais il est vrai que le lieu dont il parlait, c'était plutôt une station. Hein. Oui. Ça n'avait pas grand-chose à voir avec ce que nous constatons aujourd'hui et que nous appelons Yaoundé. C'était une petite station qui était logée dans un coin relativement réduit. Et je suis toujours un peu gêné quand on dit que ce sont les étrangers qui ont découvert. Je pense que nous-mêmes, nous devrions avoir d'autres styles de langage désormais. Bon, ils ont découvert pour eux-mêmes. Mais ces lieux-là étaient là avant eux, bien avant eux. Ils ont découvert pour eux, je dirais. Ça me rend plus serein quand je dis ça. Heureusement que vous êtes là, vous venez au secours de notre mémoire. Vous gardez notre mémoire en éveil avec Redécouvrir Yaoundé, paru aux éditions Afrique Éveil. Alors, vous avez au moins vu la première de couverture sur les rues de Douala. Quelle est la première lecture que vous en faites pour un jeune? D'abord, c'est un sentiment de grande satisfaction et surtout de félicitations aux jeunes auteurs, pour dire que c'est cela qu'on attend des jeunes Camerounais, des écrivains camerounais, des penseurs camerounais. On ne peut pas continuer à vivre dans une obscurité intellectuelle totale. Et vous avez le mot. Oui, on ne sait rien de nous-mêmes, rien de notre environnement, et on est toujours très admiratif des environnements d'autrui. Alors que nous avons la possibilité, je dirais même la responsabilité, d'éclairer tous nos compatriotes. Alors je crois que c'est une très bonne chose de parler des rues, de donner la signification des rues, le contexte, et puis les personnes qui sont derrière, ou alors les événements qui expliquent pourquoi est-ce que telle rue a été baptisée à tel moment, à tel endroit. Et je crois que c'est un éclairage fondamental. Tout à fait. C'est un livre qui me semble très important. Il est important et je vous invite à prendre une direction, celle de notre deuxième rubrique. Elle s'appelle la rue Foudangono. C'est l'adresse du Centre culturel camerounais à Yaoundé. Et dans cette rubrique, eh bien, vous partagerez les opinions de ceux qui pense que, comme Félix, qu'on a tout intérêt à se réapproprier l'histoire de nos rues, de chez nous. L'histoire n'est pas dans la rue, s'il vous plaît, mais la rue peut nous conduire, peut nous faire servir de rappel mémoire. C'est un peu ce rapport-là qui a été évalué tout à l'heure à la rue Foudangono. C'était à la dédicace de ce livre, Sur les rues de Douala, à la librairie des peuples noirs, ici même à Yaoundé. C'est une collecte de Willy et Somba que nous retrouvons à la rue Foudangono. Oui, l'auteur Félix Betbo, sur son livre Les rues de Douala, sur les rues de Douala, baptisé au nom du Fils, au nom du Père, du Fils et du Saint-Collant, faire un regard croisé sur la méthodologie que le pouvoir public emploie pour adresser les noms aux rues de notre ville, en particulier la ville de Douala. Il fait le contraste selon lequel il y a plus de rues qui portent des noms des étrangers, des colons, tout ça. En fait, il voudrait, par sa démarche, attirer l'attention des riverains, attirer l'attention des pouvoirs publics sur la méthodologie qui est employée pour l'adressage des rues de notre pays. Et il voudrait par cela
appeler à un patriotisme pour décoloniser les rues de Douala, en passant des rues de Douala, des rues même de la ville de Yaoundé où nous sommes aujourd'hui. Et par là, il attire l'attention des riverains, des habitants de la ville sur l'importance de l'adressage des rues. Je vais déjà dire que la politique n'est pas forcément implémentée par les autorités administratives parce qu'on remarque que certains quartiers sont nommés par rapport aux circonstances que la région vit, que la localité vit, par rapport à certains événements qu'il y a dans les parages. Donc les autorités font du mieux qu'ils peuvent. Ils donnent des noms par rapport à l'histoire. Oui, on va parler du carrefour Intendance à Yaoundé. Ça a une charge historique. Mais après, je crois que le reste est à venir. On va pouvoir changer, j'espère, le carrefour Kaka en un nom qui a une connotation aussi historique pour que, comme à Douala, Yaoundé soit aussi à l'affût. Comment dire, soit aussi au courant de l'histoire de la ville. Oui. Il y a l'adressage officiel, l'adressage non officiel. Quand vous décidez d'appeler un carrefour sorcier, ou alors un carrefour caca, ça existe à Yaoundé, vous comprenez que ce n'est pas l'officiel qui l'a fait. On laisse comme ça un carrefour porter un nom que des gens ont bien voulu lui donner. Pourquoi on ne peut pas l'appeler carrefour Mnyobe par exemple, carrefour Eneswanje par exemple, je ne sais pas pourquoi. On préfère appeler un carrefour Total Vogada, Mobile Les Sauces, alors qu'on peut donner des noms pour valoriser ceux qui méritent qu'on leur donne de la valeur, pour, je ne veux pas dire remercier, mais pour reconnaître certaines personnes à travers ces petits faits-là. Dans notre pays, chaque rue a une histoire, il y a une plaque. Même la rue qui est derrière cette librairie a une histoire. Déjà pour parler du sous-titre, puisque vous le précisez, le 5 colons, parce que en parcourant les rues de la capitale économique, la ville de Douala, qui a été la première ville historique du Cameroun, on se rend compte que 60 ans après les indépendances, nous sommes toujours incapables de pouvoir détrôner ou alors débaptiser ou alors enlever le colon en fait sur notre propre espace urbain. À Bounanjo, par exemple, vous avez toujours l'avenue de Gaulle, vous avez une avenue de l'Éclair, vous avez la rue Pierre-Loti, vous avez la rue de la Mode Piquet, vous avez tellement de rues avec des noms d'oiseaux, des colons que nous ne connaissons même pas, qui n'ont même pas vécu dans la ville de Douala, mais en lieu et place des Camerounais valeureux qui sont morts pour notre propre pays et dont on ne s'en souvient ni en baptisant des rues, des places, ni des avenues, ni en parlant de leur histoire dans les manuels scolaires. J'ai lu une quarantaine de livres pour pouvoir rédiger sur les rues de Douala, qui n'est pas seulement une histoire qui raconte l'historique des rues, des avenues, mais aussi l'histoire de la ville de Douala, l'histoire du Cameroun, parce que Douala s'appelait Cameroun à l'époque. Allez demander notre adresse, on vous dira que la CRTV est située exactement en Kolmezeve. Voilà, c'est son nom originel. Vous êtes un baladeur aussi, hein. C'est vrai que, professeur, cela a été souligné dans les propos entendus tout à l'heure. Ça dépend, l'adressage est influencé par l'activité, l'histoire marquante qui a eu lieu, qui peut être passée par là, entre autres, mais c'est un problème. On a mal à notre mémoire. Oui, ça c'est évident que le Cameroun ne s'est pas encore réconcilié avec son histoire, avec sa mémoire, avec son passé. Fut-il douloureux? Parce qu'il faut bien dire qu'il y a 3 pays en Afrique qui ont leur peuple qui ont pris les armes contre, par exemple, l'armée française. Il y a l'Algérie, il y a Madagascar et il y a le Cameroun. Donc il y a peut-être des aspects qui sont un peu troublants, mais tout cela, c'est bien notre histoire. Et on doit se l'approprier
bonne ou mauvaise, on ne peut pas la répudier. On va également solliciter le regard de l'internationaliste que vous êtes, parce que l'histoire de ces villes ne s'est pas écrite seule. Ça n'est pas au Cameroun seulement, mais également par l'Allemagne, la France aussi. Quand on parle d'adressage, nous en reparlerons tout à l'heure, mais je vous suggère aussi de jeter un coup d'œil sur ce livre que Claude nous montre à l'écran, en zoom. C'est un volume d'histoire que vous connaissez bien, celui du professeur Jean-Marie Essonneau, qu'on aurait pu avoir ce soir, mais à qui on souhaite un prompt rétablissement. C'est donc un livre à plus d'un titre unique, véritable volume de l'histoire de Yaoundé, qui est quand même un témoignage rare entre la science de la linguistique, parce que c'est un peu l'approche qui est particulière dans ce livre-là. Donc quand vous l'avez lu, vous avez dit... Disons que son livre est davantage une encyclopédie, à mes yeux. Tout à fait. C'est-à-dire que c'est très approfondi et par endroits assez technique. Ça s'utiliserait très très bien dans les facultés des arts, lettres et sciences humaines, dont il est d'ailleurs un éminent professeur. Donc je crois que nos livres ont des approches un peu différentes et peut-être aussi des objectifs différents. Vous parlez de vos livres et ça me fait remettre à l'écran, se redécouvrir Yaoundé, une fresque historique et diplomatique de la capitale camerounaise. Vous avez raison de solliciter le regard de l'internationaliste. Vous avez parlé de diplomatie là-dedans. Bien entendu. Et l'histoire raconte aussi que Yaoundé est donc né... à partir d'une station, vous pouvez nous aider à la revisiter? Oui, le lieu exact qui est reconnu comme officiellement le début de Yaoundé se trouve à l'endroit dit ministère des Finances. Le nouveau bâtiment des ministères des Finances, bon, quand on dit nouveau, c'est par rapport aux deux anciens qui étaient là, à côté ou en face du cimetière allemand. C'est là où le début de la ville de Yaoundé est réputé être. Maintenant, quand vous parlez aux Yaoundéens, la plupart des Yaoundéens ne peuvent pas vous dire où commence la ville officiellement. Et le plus vieux bâtiment de Yaoundé, en dur, se trouve là. Peut-être qu'avec la complicité de Martine Chourangono, ces images, on les a partagées sur cette antenne. C'était des images, c'est exactement l'actuelle délégation des arts et de la culture. Exactement. Tout à fait. Voilà, professeur, vous pouvez continuer votre propos. C'était donc le domicile de Dominique... Hans Dominique, le major. Dominique, voilà, le major. Et donc, quand vous entrez dans cette villa, vous voyez comment elle était conçue. Mais ce qui est assez étrange, c'est qu'il y a une petite prison en bas. Ça, nous ne le savions pas. Alors oui, alors on se demande qui était retenu là. Certainement, c'est qu'il était un peu recalcitrant. Il était à la fois un militaire, un administratif aussi, et quelqu'un qui répandait naturellement la culture allemande. Un conquérant aussi pour son pays. Et cet endroit est donc le point de départ, on peut dire, puisque ça a été construit autour des années 1896. Et c'est le bâtiment en dur le plus vieux de Yaoundé. Maintenant, ce qui m'a poussé à écrire ce livre, c'est que nous traversons la ville qui est souvent silencieuse. Alors, c'est quand même très, très, très troublant d'avoir certains noms qui manifestement renvoient à des événements forts, mais dont nous ne nous posons pas beaucoup de questions. C'est-à-dire, par exemple, quand on entend « Et toi, mais qui ?» Bon, « Et toi, mais qui ?» c'est quand même la mare de sang. Bon, mais ça ne peut pas être quelque chose d'anodin. S'il y a ce nom, c'est qu'il y a quelque chose derrière. Et qu'est-ce qu'il y a comme histoire derrière, comme récit? Et personnellement, mon travail n'est pas du tout un travail anthropologique, ni sociologique, ni linguistique. C'est une belle photographie de l'histoire, parce que... Des lieux. Des lieux de mémoire. Oui, c'est une explication des lieux de la ville. Un point, un trait. Et naturellement, vous ne pouvez pas faire une explication sans dire qui vit prioritairement dans telle partie de la ville, quel groupe ethnique local ou bien autochtone vit dans telle partie de la ville. Et moi, je me suis dit, nous passons tous les jours devant le lac artificiel. Bon, s'il est artificiel, c'est que quelqu'un l'a construit. Qui, quand et pourquoi? Et heureusement pour moi, le constructeur de ce lac artificiel est toujours vivant. Et j'étais avant-hier avec lui dans une fête
pour fêter disons, un anniversaire d'une école d'architecture de la place. Alors, il était là, il dansait sur la piste. Et c'est un monsieur qui est ici depuis les années 40. Vous parlez de Georges Kyriakides. Exactement. Oui. Voilà. Alors, je voudrais revenir à vous, Félix, je ne vous ai pas oublié. C'est un livre, je lis là la 4e de couverture. Ceci est un livre comme on en a rarement publié au Cameroun. De nombreux vestiges de la colonisation existent encore de nos jours dans nos villes africaines. Je peux tirer et je saute un paragraphe pour tomber sur des noms comme Douala Mangabel, Oumniobe, Nkosodim, Paul Monté, Betoté, Akwa. J'ai lu un commentaire de la presse qui fait remarquer que la majorité des noms, et c'est peut-être ce que vous reprochez à la manière dont on adresse les rues, sont plus à l'image des colons que des grandes figures de l'histoire, c'est cela ? Oui, quand vous arrivez dans la ville de Douala, déjà l'adressage avec les noms des rues, avenues et boulevards ne concerne que quelques quartiers dans la ville de Douala. Oui. Il faut être à Bonanjo, à Bonapriso, à Bali, à Akwa ou un peu à Deido pour traverser les rues ou avenues avec des noms des personnes. Et lorsque je sillonne la ville de Douala, dans un quartier comme Bonanjo, je ne rencontre que des noms des Français. Et ceci n'est pas anodin, le professeur peut le remarquer. À l'époque de la colonisation française, Bonanjo était le quartier européen. Et c'était là où vivait la famille Bell, que les Allemands avaient exproprié hors de leur terre pour New Bell. Donc, ce qui fait que les Français ont organisé en fait Bonanjo comme chez eux, et traçant la ville et leur attribuant des noms. Sauf que quelques années après notre indépendance, on n'a pas été incapable de nous réapproprier. On n'a pas été capable. De nous réapproprier notre histoire. Oui. Et pour rencontrer une rue avec un nom camerounais, il faut sortir de Bonanjo, aller à Bali, à Bonapriso, un peu à Deido. C'est la sagesse d'une jeunesse remarquable qui parle. Félix est aussi blogueur, stratège en communication. Vous avez publié Le philosophe et le numérique avec le professeur Njomwele aux éditions Proximité en 2015 et République du Piment, classé livre le plus populaire de l'année 2017. Nous en reparlerons probablement sur nos antennes. Mais ce qui est intéressant, c'est que vous êtes le promoteur du projet Doul qui contribue au rayonnement historique et culturel de la ville de Douala. C'est cela. Qu'est-ce que vous faites concrètement dans le projet Doul ? Le projet Doul, c'est déjà le projet, la première réalisation de ce projet, c'est ce livre. Et dans notre projet, on veut non seulement montrer qu'il y a des noms, des rues qui existent, avec des personnages historiques qui ont marqué la ville de Douala, mais aussi les faire connaître à partir des activités comme les dédicaces, les descentes dans les établissements et les descentes dans les rues pour rappeler en fait à la mémoire des gens que lorsque vous traversez sur cette rue, sachez que tel et tel ont vécu et voilà ce qu'ils ont fait pour le rayonnement de cette propre ville. Et je reviens avec le mot Doul parce que c'était le surnom que portait la ville de Douala dans les années 70-80, où la ville rayonnait vraiment, la ville faisait bon vivre. Mais aujourd'hui, la ville de Douala porte des surnoms qui ne sont pas valorisants. Or, Yaoundé bénéficie encore un peu de ça. La ville, 1000 collines, 7 collines, Angola, ça a des surnoms un peu valorisants. Or, Douala n'a pas vraiment des surnoms plaisants. Nous allons probablement, avec à la lumière, sous la direction éclairée du professeur, revisiter ces noms-là justement. Restons un peu à Douala où, en ce moment, il y a la Douala Art Music Festival qui s'anime. C'est ce qui s'appelait avant le hip-hop, Douala Hip Hop Festival. Et bien, ils vont célébrer une fois encore la statue de la nouvelle liberté, qui est l'œuvre d'un artiste dont nous parlerons dans le zapping de l'histoire tout à l'heure. Mais je voudrais, vous l'avez dit, avoir fait la dédicace de ce livre 5 fois. Vous étiez à Tchang, vous étiez à Douala. Alors, c'est Douala, la ville qui a vu entrer le football au Cameroun avec un certain Georges Goethe qui est l'un des premiers photographes du pays. Vous aimez le foot ? Bien sûr. Vous n'avez peut-être pas oublié que le canon sportif de Yaoundé est l'un des premiers clubs de football de ce pays. Eh bien, il est né un 11
novembre 1930. Regardez donc ces images. Ce sont des images en noir et blanc, les couleurs du passé peut-être, avec le logo du canon sportif « Être, vaincre, convaincre ». C'est pas courant quand on parle de sport chez nous les artistes, mais ça fait partie de la mémoire aussi, ce canon sportif aujourd'hui. Alors, vous pouvez peut-être regretter comme nous les duels canon-tonnerre. Où sont-ils passés? Ils sont passés à la trappe, malheureusement. Ça montre bien qu'il y a une externalisation de notre vécu. Oui. Aujourd'hui, on vous parle de la Liga et autres. Alors, je me dis, je n'ai rien contre les championnats étrangers, mais ces championnats étrangers sont des championnats nationaux pour eux. Ouais. Et nous avons la possibilité aussi d'avoir l'ambition de faire quelque chose de grand. Alors, vous avez totalement raison, et je prends Félix à témoin. Les jeunes préfèrent les classicos Barça-Real au derby canon-tonnerre. J'en vois qui sourit en face, mais c'est un peu d'histoire. Parlons justement d'histoire, avec les images à l'appui encore, s'il vous plaît, qui racontent un peu la naissance de ce canon en 1930. Mais tout avait commencé à Douala, parce que nous apprenons qu'il y avait souvent des matchs qui étaient organisés par les gouverneurs. C'est comme ça que ça s'appelait à l'époque. Non, les inspecteurs fédéraux. Les inspecteurs fédéraux. Donc, il y en a un qui a opposé Douala à Yaoundé, et c'était le 14 juillet 1930, une rencontre amicale entre les deux villes, et le haut fonctionnaire, soucieux d'asseoir Yaoundé comme capitale politique de la colonie, entre guillemets, fait un panache de l'équipe locale en y incluant certains Camerounais, dont un dénommé Tobias Mimboé, surnommé Bayard. L'équipe de Yaoundé l'emporte facilement, remporte la partie, et cette victoire est due à la virtuosité de ce Bayard, ce qui lui vaut d'ailleurs quelques jours d'emprisonnement pour motif d'avoir ridiculisé par ses dribbles les Européens. Et un autre participant à cette rencontre s'appelle Ongba Zing. C'est lui qui fonde le 11 novembre 1930 en Vogmbi le canon sportif, qui devient, l'histoire nous dit qu'il en devient le président, mais à la suite d'une brouille, professeur, il va se détacher pour fonder ce Tonnerre Kalara Club que nous connaissons. En tout cas, ça nous fait plaisir de revoir ces moments-là, le canon qui remporte son premier titre en 1970. Et là, je fais un clin d'œil à Merlin Kamla du Pool Sport qui va davantage vous édifier là-dessus. Alors, nous restons sur les chemins de l'histoire, professeur, avec cette problématique quand même soulevée, et peut-être vous pouvez nous aider à mieux comprendre. Alors, il dit 3 fois plus de noms en hommage aux colons que de noms camerounais. Oui, la question c'est est-ce que nous avions le choix? Je ne pense pas. Quand on prend le rapport de force, il était impensable dans le contexte de cette époque-là que les Camerounais imposent des noms à une administration qui ne l'entendait pas de cette oreille. Je crois qu'il est aussi intellectuellement honnête pour nous de prendre en considération les contextes dont nous parlons. Oui. On ne peut pas les comparer avec ceux d'aujourd'hui puisqu'ils sont totalement différents, les rapports de force n'étant pas les mêmes, les capacités d'imprimer sa marque sur le temps n'étaient pas les mêmes, et aussi, je dois dire, les préjugés défavorables dont souffraient beaucoup de nos concitoyens de l'époque étaient vraiment en leur défaveur. Je pense qu'il faut tenir cela en compte, même si c'est déplorable effectivement le résultat, mais beaucoup n'avaient même pas la possibilité d'imaginer qu'ils pouvaient imposer autre chose, tellement on leur a bassiné les oreilles sur le fait qu'ils ne sont 3 fois rien. Félix, c'est dommage. Oui, après le propos du professeur, est-ce qu'on va s'arrêter à l'émotion, parce que c'est un point d'exclamation que vous vous indignez un tout petit peu. Évidemment. Et à juste titre, hein, l'indignation est tout à fait compréhensible. Le professeur a totalement raison, parce que je tenais à le dire en direct, il a été mon professeur à l'université protestante. Et il doit être fier de vous. En 2010. Et justement, je cite le livre Redécouvrir Yaoundé dans mon livre, dans une partie où le professeur explique qu'à une époque dans la ville de Yaoundé, si je ne me trompe pas, il y avait des restaurants et des magasins où il était marqué interdit aux Noirs et aux Champs. Tout à fait. Et c'est grâce
je crois, avec l'ADCAM, avec les associations qui naissaient des Camerounais, qui ont quand même lutté d'eux-mêmes pour dire que bon, nous voulons quand même vivre chez nous, comme étant chez nous, et entrer un peu là où nous voulons. Donc, je suis parti de cette assertion historique du professeur dans mon livre pour dire que bon, ok, 60 ans après les indépendances, quand nous avons eu la capacité d'organiser notre espace urbain comme nous, avec nos propres moyens, pourquoi est-ce que nous avons encore laissé les vestiges qui rappellent en fait notre incapacité passée? Et je dois même vous dire que dans d'autres cités, on a débaptisé les noms. On a débaptisé les rues. Tout à fait. On a par exemple la rue Pierre-Loti dans la ville de Douala. Pierre-Loti, qui est un écrivain français qui n'a jamais posé les pieds à Douala, qui s'est arrêté à Dakar. Et même Pierre-Loti en France, il y a des associations racistes qui luttent pour que son nom soit débaptisé des rues, parce qu'on s'est rendu compte que c'était un écrivain raciste. Et on s'est dit que ce n'est pas honorable pour la France d'avoir le nom d'un écrivain raciste sur ses rues. Sauf que chez nous, à Douala, on porte fièrement la rue Pierre-Loti, sans que même les autorités ne savent pas qui il est. Alors qu'on a des écrivains comme Francis Bébé, qui est natif de cette ville et qui n'est reconnu nulle part dans l'espace public. Alors, professeur, vous parlez de fresques historiques et diplomatiques de la capitale camerounaise, et ce n'est pas simplement à l'image de Yaoundé. Je vais prendre un exemple. Il a cité ce nom de français qui sert Pierre Loti. L'actualité nous a fait voir, par exemple, que le chanteur Hilaire Penda, que vous avez connu, a vu son nom donné à une rue à Paris. C'est des clins d'œil que les pays se font de cette façon-là, par exemple? Non, moi je pense que... Même si ce n'est pas formellement institutionnalisé? Moi je pense qu'il faut toute une politique, en fait, de visibilité et de compte rendu, c'est-à-dire on doit rendre hommage à des gens qui ont posé des actes. Parce que l'histoire est faite d'un ensemble de positionnements, d'acteurs qui ont mené un pays, un continent, vers une direction précise. Ça ne se fait pas par hasard. Et pour moi, vous parliez tout à l'heure, peut-être de manière anecdotique, de la Liga et autres, mais ça se construit. On ne va pas attendre que les gens viennent construire tout ça ici chez nous. C'est nous, aujourd'hui. Ceux qui sont des responsables dans n'importe quel domaine précis doivent considérer qu'il est de leur responsabilité de construire quelque chose et de léguer cette chose-là à la postérité. Sinon, nous allons être dans une situation d'éternel recommencement, parce qu'il n'y a rien avant. Donc je pense qu'on doit avoir le souci de marquer l'histoire et de marquer le temps de notre passage. C'est pour ça que je salue ce travail. Parce qu'en fait, c'est un travail qui aurait dû être fait par des générations précédentes, que nous sommes d'ailleurs. Et mon idée, c'était aussi de travailler sur les places et les endroits de Douala. Parce que, par exemple, où est-ce qu'a été créé tel parti, où est-ce qu'a été pendu Douala Mangabel, où est-ce que... Tout ça. Parce que les gens passent devant, mais ils ne savent pas. Il y a des palais aujourd'hui, il y a des endroits à Douala qui sont manifestement des lieux historiques. Mais on m'a dit qu'on est en train de les détruire. C'est ce que j'ai entendu. Il faut lire Félix Betbo. Je vous propose des morceaux choisis dans la manière même d'organiser les titres. Professeur Douala Mangabel, il vous donne la tranche de vie, la période de vie, le père du nationalisme. Un clin d'œil au Ngondo, le porte-voix du Ngondo, Ernest Betoté Akwa. À la fois, voilà, Paul Sopo-Priso, à qui le Ngondo rend également hommage. Donc, alors, qu'est-ce qui vous a inspiré? Partons simplement de... On aurait pu commencer par là. En fait... Quel a été l'élément déclencheur quand vous dites « je dois écrire » Tous les auteurs vous diront qu'ils sont inspirés par une situation vécue et beaucoup plus par des rencontres que vous faites à travers les livres. C'est-à-dire que je ne sais pas si j'aurais eu cette idée si je n'avais pas vécu dans un environnement où le livre était à ma portée. Si vous n'avez par exemple pas eu le professeur Emmanuel Pondi, par exemple, à l'école, je ne sais pas si je l'aurais écrit si je n'avais pas quitté la ville de Yaoundé pour Douala. Et je ne sais pas si je l'aurais écrit si je ne travaillais pas sur une rue à Bonapriso qu'on appelle la rue Koloko, où j'ai fait 5 ans sans savoir qui était
Koloko. Pourtant, c'est lui le père fondateur de l'activité de la ferraille au Cameroun. Donc, ce sont ces petites expériences-là qui m'entourent au quotidien, qui m'ont poussé à vouloir travailler sur un tel sujet, parce que je me suis dit, peut-être si je ne le fais pas, personne ne le fera. Bon, c'était un peu de la prétention, mais j'ai pris cette responsabilité-là sur moi. Et moi-même, j'étais le premier ignorant de cette histoire, que je voulais parler de Koloko, que je ne connaissais pas. Je ne connaissais pas qui est NS Betoté à quoi. Je connaissais Francis Bébé, mais je ne connaissais pas Bébé Idi, qui est un personnage historique qui m'a marqué. Je connaissais pas. Et à Yaoundé aussi, d'ailleurs. Voilà. Et je suis content, chez nous les artistes, Carrefour, des rencontres, et de savoir que le professeur est fier de son élève, de son étudiant. Et ça se vit pas tous les jours en direct sur nos antennes. C'est la magie de notre travail, justement. Voilà, nous sommes contents, et professeur, votre présence nous réjouit également, surtout que nous nous rapprochons de l'autre rubrique, le zapping de l'histoire. Eh bien, on va faire un clin d'œil vers le passé, on va aller sur les rues de Douala, on va remonter le passé, mais surtout celle de Yaoundé, pour par exemple parler du monument de la réunification qui, pour vous, l'enseignant et finalement l'auteur, est un haut symbole. Vous pouvez le voir là, cette icône est devenue notre unité en béton, le symbole de notre unité en béton, le zapping de l'histoire. Pongo miko doje duna benge yo ekombwa mi omulema pondese nasenito maneka munyenge yo mbowa mi omulema pondese nadango beko mbone njita la miondi ekombwa mi omulema. Nous vous prions de nous faire revoir ces belles images-là. Le professeur va commenter, vous pourrez les commenter, professeur. On l'a dit, monument de la réunification, c'est au-delà du béton, au-delà c'est un symbole. Oui, peut-être beaucoup de gens ne savent pas que le monument de la réunification, en fait, c'est un ensemble architectural. Il y a bien sûr les deux éléments qu'on connaît tous, mais à l'intérieur, il y a une salle de conférence qui est prévue donc pour des conférences moyennes, c'est vrai, pour une soixantaine de personnes, maximum 70 personnes. Et donc, il y a un lieu d'échange qui a été construit pour symboliser les rencontres et l'enrichissement intellectuel mutuel. En deuxième lieu, cet endroit... Je vais prier Luc, le réalisateur, Luc Umcode, de bien vouloir remettre ces images à l'antenne. Professeur, allez-y. Oui. En deuxième lieu, cet endroit est, à mon avis, celui qui aujourd'hui symbolise la capitale, mais aussi par-delà la capitale, la réunification des deux parties du Cameroun. Donc, on le revoit dans la plupart des photos sur Yaoundé, et même dans les publicités. Il y a une publicité qui est très très amusante, où les jeunes filles sont tressées avec justement cette tour sur leur tête. Cette tour, c'est symbolique.
un symbole de notre unité en béton. On l'a dit tout à l'heure, 3 noms qui sont attachés au moins. Le père Angèle Benvin, qui est un peu le concepteur, l'architecte français Armand Salmon. Un universitaire, religieux et créateur. Et le père, je dirais, de l'inculturation. Oui. Et surtout, Gédéon Pando de regretter mémoire. Mais chez nous, les artistes, les artistes ne meurent pas. Nous pourrons également reparler de la statue de la Nouvelle Liberté. Pourquoi ça s'appelle comme ça, professeur, la statue de Deido, de la place de Deido? Je pense qu'il est mieux placé. Alors, oui, en fait, l'artiste Soumeigné, il a fait juste peut-être pour titiller. Alors, ceux qui ont raté les images souhaitent les revoir. On peut les avoir, Luc, s'il vous plaît. Par rapport à celle de Néo. Voilà. Pour titiller un peu la statue de la liberté, parce qu'avec un projet ambitieux, mais ce que j'étais en train de dire, de le rappeler, c'est un projet qui a failli ne pas exister. Dites-nous pourquoi. Oui, parce que sous l'initiative de Doualat, qui travaille aussi pour la mémoire artistique de la ville de Douala, lorsqu'ils ont proposé cela, les autorités de la ville, et des Deido en particulier, n'ont pas aimé. Et on a toujours considéré cette œuvre comme salissante. C'est la raison pour laquelle la majorité des Camerounais ou bien des gens de Douala l'appellent le Njunju de Deido, et non pas la Nouvelle Liberté. Donc on a diabolisé en fait cette œuvre et ça a longtemps fait débat dans le Ngondo pour sa description. Eh bien, cette statue s'appelle la statue de la Nouvelle Liberté, œuvre de Joseph Francis Soumeigné, artiste plasticien camerounais qui a lancé l'initiative en 1996. Ce géant de 12 mètres, 8 tonnes, c'est un matériel, c'est les matériaux de récupération finalement. C'est aussi l'expression de l'art contemporaine, de la pratique contemporaine des arts dans la ville de Douala. Ça vaut bien une édition de Ces murs qui nous parlent. Quand nous viendrons à Douala, nous suivrons cela, pourquoi pas, et avec l'œil averti de Léon Bertrand Tanéfo de CRTV Littoral. Oui, Félix. Je voulais souligner, juste pour les téléspectateurs, qu'il y a le professeur Pangop Alain Si qui a écrit un très beau livre sur ce monument et sur l'artiste. Décidément, l'histoire nous parle et on reste attaché à ce symbole fort. Ces 2 symboles forts de la ville de Yaoundé, le monument de la réunification, ce cône perché sur le plateau à Temengue, ici à Yaoundé, mais également celui que nous venions de voir en image, la statue de la Nouvelle Liberté au rond-point d'Eido. Et nous vous saluons Douala, on reste connectés, ici toute l'info, chez nous les artistes. Nous avons Karine Tossam, here comes the 7 newscast, 7 p.m. newscast, yeah. Karine Tossam, good evening. Good evening, Steve Chega. Good evening, Professor. Good evening to all your guests. Thank you. So, the first news, the Northwest Regional Center for Disarmament, Demobilization and Reintegration has clocked one with testimonies of hosting about 60 X-Factors. Exactly, Steve Chega, and the coordinator of the center, Sixtus Gapsa, has insisted on the need for a change of mentality for these ex-combatants in the center. Julius Neba reports from CRTV Northwest in Bamenda. With the primary objective to organize, supervise and manage the reformation process of the ex-separatist fighters born of the Anglophone crisis, the regional coordinator of the Northwest DDR Center notes that since the creation of the institution, the ex-combatants in the region have been trooping in. The first ex-fighters came to our center precisely on the 27th of December 2018. There were 2 of them. As we speak, we have 60 ex-fighters who are in the center, 7 girls and 53 boys and a child of 2 years old. The coordinator stressed that in order for them to achieve their set goals, the center has been engaged in a variety of rehabilitative activities. When children go to the bushes, they practice what we call violent extremism. We have to detoxify them and we have to even carry out thorough medical controls on all of them. The psychosocial counselors and the psychopedagogic counselors work on their mindset. Elated, the ex-separatist fighters who have been encouraged to engage in some income-generating activities at the Bamenda DDR Center say their stay at the institution has been profitable all the way. Since we have been here, we have learned so many things, agriculture,
poetry. Time was first living a carnal life, but we are here, we have a pastor. The highest thing that we have learned here is to accept Christ. So look at me, I'm living good, eating good food, so I will call for my brother in the bush that bush is not the right place for them. That you come and join us here, let's enjoy this life together. Extending appreciation to their collaborators, the regional coordinator of the Northwest DDR Center, Sixtus Gapsa, says they envisage to introduce the ex-separatist fighters to a variety of vocational training activities so that when government will be set to engage the reintegration stage, they will be provided funds to start up small businesses. Let's go to Douala, where a cardiac surgery project organized by the Douala Referral Hospital in collaboration with a team of Belgian cardiologists is ongoing in Douala. And the aim of the campaign is to give assistance to Cameroonians suffering from cardiovascular diseases at a reduced cost. Let's get the details in this report done for us by Leris Nane Epote. Specialist points of view holds that 10 out of 15 patients suffering from cardiovascular diseases are in need of surgical expertise, but their main setback is financial limitation, which do not permit a majority to afford these surgeries that cost millions of francs CFA. To give assistance to these patients suffering from this life-threatening sickness, a group of benevolent cardiologists from Belgium are collaborating with the Douala Referral Hospital since 2012 to give assistance to Cameroonians at a minimal cost. The cardiac surgery project is very important for the Douala Referral Hospital, as it is a transfer of competence from the benevolent cardiologist to the personnel of the hospital. It's true the project is ongoing in difficult conditions due to financial setbacks from patients, but we hope with time there will be financial sources to assist a huge number of Cameroonians suffering from heart diseases. Since the start of this surgical mission, about 70 cardiac cases have been handled during the last 13 sessions, and 8 are ongoing during the 14th session, with all interventions successful. They operated my heart because it was unable to pump enough blood through my system. At some time, I lost consciousness. I'm 60 years old, but I now feel like I'm 17 years old. The humanitarian gesture by the Belgian cardiologist is not only to give hope to patients, but train Cameroonian cardiologists on the necessary procedures in carrying out a heart surgery. We decided to come in Hôpital Général de Douala for mission, surgical mission, but also education. We operate patients, but we also give learning for the personnel. A call was thus made for government to assist the hospital so that patients can get drugs at affordable prices, so that all those with heart diseases can fit in the treatment. Cameroonians of all walks of life have been urged to promote volunteerism as an important tool for national development. Exactly, Steve. But before we come to that, the Alumni Association of the Students of Tourism and Hospitality in Gaoundéré have reviewed the association's text and elected new executive members in a bid to promote the tourism sector in the country. This was during their first National Congress in Yaoundé that took place at the Ministry of Tourism and Leisure. Gladys Asu reports. It's how you do it. So ex-students of the Gaoundéré School of Hospitality and Tourism and Maeth have been trying to make a difference. Reasons why they are holding their first National Congress in Yaoundé. It is our first National Congress. All students of the National School of Hotelery and Tourism of Gaoundéré. Today we are trying to review our texts and to elect the new bureau. The objective is, first of all, to put together all the ex-students of this school, but also to promote the development. For 3 years, they have been working in a tandem for the development of the tourism and leisure sector in Cameroon and, of course, to boost the economy. As part of activities for their reunion, they will visit the Muna Foundation and have a recreative night.
And finally, let's talk about the promotion of volunteerism as an important tool of national development. Exactly, Steve Chega, the Minister of Youth Affairs and Civic Education, Mununa Futso, made the call during a voluntary walk organized by his ministry earlier this afternoon in Yaoundé. Let's get the details with Clarence Ngay. Volunteering is an important tool for development. This was among the messages carried along by staff of the Ministry of Youth Affairs and Civic Education to the public of Yaoundé. Leading the voluntary work, Minister Mununa Futsu exhorted Cameroonians, especially the youths, to be promoters of volunteerism. This in a bid to attain the Sustainable Development Goals. Volunteering is an important tool for the local and national development. That's why we call through this march for voluntary engagement. And you have seen the determination of Cameroonian youth. The exercise was in line with the 34th edition of the International Volunteer Day. Volunteering is very important, and we promote it through those activities of the decade of volunteering. Also present were various associations that brandish messages calling on everyone to take part in voluntary activities for an emerging economy. We now talk health. Statistics from the Ministry of Public Health indicate that maternal mortality rate in Cameroon is at 78 deaths out of 100,000 live births, resulting in 22% of female deaths between the ages of 15 and 49 years. And in order to remedy the situation, a project titled Women's Integrated Sexual Health has been launched in Yaoundé by the Cameroon National Association for Family Welfare and its partners to ensure that women follow family planning. Here now is an excerpt of the project officer, Loti Ejengele, interviewed by Joyce Tata. Hope to bring its contribution to the reduction of mortal maternity. We hope that with this project, all civil society and government will stay together to bring more women to adopt contraceptive methods and to bring them in the way of taking care of their sexual and reproductive health. After the implementation of this project, we expect that more women understand the importance of family planning to their health, for them to understand that with family planning, we can push our mortal maternity rate to lesser point. We now talk culture. The curtains have been drawn for this year's Mbam Arts and Culture Festival, and the 10-day event showcased the rich tradition and way of life of the 9 grand families. It kicked off in Yoko and ended in Bafia and was placed under the patronage of the Ministry of Arts and Culture. Baunga Francis completes that story from Bafia. The personalities that answered present during the official ceremony to close the 9th Mbam Arts and Culture Festival spoke volumes of its grandeur. Amongst them, the ruler of the Bamoun, Sultan Joya, and the Secretary General of the Ministry of Arts and Culture, Muta Usman Mi, who presided over the ceremony. For 10 days, the rich culture and way of life of the 9 families of the Grand Bam were exposed and revalorized, ranging from patrimonial dances, culinary arts, fashion, and mysticism of these people. People at the basis level should understand that the most important thing to do is to take care of the culture, because through the culture you can have the development. That's why we are just there to accompany them. Women celebrated throughout the festival for their role in tradition and development showed appreciation by bringing forth this traditional cake tasted by the chiefs. After 25 years of existence, the Mbam Arts, patronized by Mute Abidjas Kamil, has grown huge and proven to be a reference when traditional festivals in the country are concerned. While they enjoyed their heritage this far, the 10th edition of the Mbam Arts and Culture Festival is built to hold in 2021. Before we take leave of you, this brief in sports. GSP of Algeria have qualified for the finals of the African Champions Club, and they grabbed the qualification ticket this evening with a score of 76 against 61, and they played against
AS Police of Mali. FAP of Cameroon is currently playing the semi-finals against Abidjan Basketball at the Yaoundé Multipurpose Sports Complex. And that is the end of the newscast prepared for you by the entire newsroom of CRTV News. Thank you very much. Thank you very much, Caritas. And we enjoyed those images of Francis Baongo, namely Geraldine Oko Beleme, who is Miss Mbam Art 2019. Have a nice weekend. Thank you, a better one for you. Thank you very much. Merci d'être chez nous les artistes. La suite, c'est dans quelques instants. Merci d'être chez nous les artistes. Destination capitale, on croit qu'on y est finalement. Yaoundé, 130 ans, ce 30 novembre. La ville avait été fondée en 1889 par des explorateurs allemands et on célèbre cela en lecture avec des livres, des ouvrages, mais également un clin d'œil à la belle ville de Douala qui est dans l'actualité. C'est à la faveur de la dédicace aujourd'hui, la 5e dédicace d'un ouvrage que vous pourrez voir là, Douala sur les rues de Douala, baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Colomb. C'est une signature de Félix Bedbo, invité chez nous les artistes ce soir comme le professeur Jean-Emmanuel Pondy, avec qui on continuera d'explorer et pourquoi pas de redécouvrir Yaoundé, et ce n'est pas fini. D'ailleurs, ça vous donne des idées, pourquoi pas pour Douala? Oui, en fait, pour dire la vérité, j'avais cette idée aussi, parce que si Yaoundé a beaucoup de secrets à livrer, il me semble que Douala en a au moins autant. Au moins autant. Au vu de l'histoire de Douala et de l'emplacement stratégique également de Douala. Et il ne faut pas oublier que Douala a été la capitale avant Yaoundé. Et avant Douala, c'était Boya. Donc il y a donc cette trilogie, quoi. Et Yaoundé venant parce que les habitants de Yaoundé sont jugés plus avenants que ceux de Douala qui se sont fâchés avec les Allemands. Sur un malentendu historique, eux, ils avaient signé le traité qui était pour eux un traité d'amitié et de coopération, mais qui a été présenté à Berlin comme un traité de subordination. Donc là, il y avait problème et dès qu'ils s'en sont aperçus, évidemment, ils n'étaient pas du tout contents. C'est un cri, une alerte que relève le cinéaste Jean-Pierre Bekola dans sa série Awawushis, que nous avons souvent mise à l'écran chez nous les artistes et même sur les antennes de CRTV News, donc c'est d'actualité. Alors, je voudrais que Félix nous dise... Alors, une dédicace, 2, 3, 4, 5 fois finalement. Ça veut dire quoi? C'est le public en redemande. Comment le livre se comporte sur le marché? Comment les Camerounais l'ont reçu? Comme l'a souligné le professeur, nous sommes en mal avec notre propre histoire. Et ce qui intéresse forcément le public camerounais aujourd'hui, déjà qu'il lit très peu, et le public jeune qui s'intéresse à autre chose que la lecture, il ne faut pas s'attendre en écrivant un livre historique que ce soit du jour au lendemain le livre de l'année. Mais ça ne vous décourage pas pour autant? Non, ça ne me décourage pas. Pour moi qui ai écrit en 2017 République du piment, que des gens achetaient même avec les yeux fermés, je sais dans quel contexte nous évoluons, mais tous ceux qui ont acheté ce livre ont avoué avoir voyagé dans l'histoire d'une ville qu'ils ne connaissaient pas. Alors, je vous propose un moment dans nos figures de style. Regardez ces images à l'écran. Peut-être son aussi, hein, on va pousser le son du balafon. Il s'agit du Rumsiki Kwaya, qui est un chœur important de notre paysage musical, qui est invité et qui prend donc part là au festival du balafon à Abidjan, la terre sœur de Côte d'Ivoire. Eh bien, c'est un bon moment à savourer. Touchons du bois.
À suivre, c'est dans le colloque scientifique international sur le balafon à Abidjan, des images envoyées par Hilaire Pancui du Romsiki Koya, qui nous a également fait part de ce que Banganyek a offert un magnifique concert dans lequel il a rendu hommage à la Reine Blanche, un hommage à la Reine Blanche de Banganté, vous la connaissez, Sa Majesté la Reine Duquet. Voilà, c'était un clin d'œil sur l'actualité des Camerounais à l'étranger, comme ils rayonnent là-bas. Alors revenons au livre, redécouvrir aussi le plaisir de vous lire, professeur. C'est un livre qui est d'une éternelle actualité, comme cette cité de Yaoundé qui aujourd'hui grandit. C'était aussi le visage du New Yaoundé que vous vendez là-dedans. Et finalement, ça devrait être une marque, quelque chose à vendre à ceux qui arrivent. Bien sûr, il se termine en fait sur une perspective d'avenir, c'est-à-dire le nouveau Yaoundé, le grand Yaoundé, avec des précisions données par le délégué du gouvernement. Qui d'ailleurs signe la préface. Qui nous fait l'honneur de signer la préface du livre en disant justement que Yaoundé est une ville ouverte. Et c'est la vérité. Parce qu'en fait, l'une des caractéristiques de Yaoundé, parmi les capitales africaines, c'est qu'il n'y a jamais eu de combat rangé entre groupes ethniques à l'intérieur de la capitale. Et ça, c'est quelque chose qui marque quand même un tempérament d'ouverture. Et l'une des raisons pour lesquelles les Allemands décident de s'installer ici, c'est parce qu'ils disent, et quand vous lisez la plupart des premiers Allemands, ils vous disent que le tempérament des locaux est un tempérament ouvert et accueillant. Et c'est vrai que la plupart des Camerounais qui sont ici n'ont pas vraiment à se plaindre. Hein. Ça, il faut le reconnaître. Les locaux sont plutôt accueillants et ne cherchent pas trop de problèmes. Et il me semble qu'une ville comme Yaoundé, il faut donner une anecdote. 1936, c'est Charles Atangana lui-même qui demande aux habitants musulmans de la ville de choisir un coin dans lequel ils vont s'implanter, parce qu'ils ont maille à partir avec l'administration française, qui n'aime pas trop leur religion, et donc qui se méfie quelque part d'eux. Et ils font donc de la transhumance, c'est pour ça qu'ils vont à Loncac. Après ça, ils vont se retrouver à la briqueterie. Après, bon. Mais finalement, ils choisissent le pied du mont Bankolo. Parce qu'en 1936, quand on leur demande de choisir un lieu, ils vont se replier vers le Mbam pour rencontrer leurs imams qui sont là-bas. Et c'est eux qui vont leur dire, mettez-vous au pied du mont Bankolo, et quand vous y serez, vous n'aurez plus jamais de problème. Ah, ça tombe bien que vous parliez de mont et cette belle image de Kokonko. La Yaoundé, d'ailleurs, c'est un peu le titre, le sous-titre de ce livre, de cette encyclopédie du professeur Jean-Marie Essonneau. Yaoundé, une ville, une histoire, encyclopédie des mémoires d'Ongola et Wono, la ville aux 1000 collines. Finalement, c'est suffisamment imagé, parce que Yaoundé n'a pas que 7 collines. Non, bien plus, mais on résume... je dirais poétiquement à 7, mais il y en a plus. Alors peut-être grâce à Martine Chourangono et Sorel, on pourrait avoir les images de ces collines, de ces sommets de Yaoundé qui ventilent. Voilà, quelques images, peut-être pas celle-là, mais il y en a d'autres sur les collines. Mais ça fait plaisir de voir la vie en hauteur. Alors l'avantage de Yaoundé sur par exemple Douala, qui est une très très grande ville, hein, elle est immense Douala par rapport à Yaoundé, même aujourd'hui. L'avantage de Yaoundé, c'est que les anciens sites sont repérables grâce aux collines. Et c'est pour ça qu'à la fin du livre, il y a une 60aine d'images des mêmes sites il y a en 1950 et des sites qui sont là aujourd'hui en 2008. Donc vous voyez bien que vous pouvez le repérer à cause de la crête des collines et qui n'ont plus rien à voir avec ce à quoi ça ressemble aujourd'hui. Voilà les géants de Yaoundé, notamment Kolondom. Voilà, il y a des collines comme celle-là, des monts, des collines. Alors, pendant que ces images défilent, professeur, vous pourrez nous aider à confirmer ou infirmer ce volet de l'histoire pendant que les images défilent, s'il vous plaît. On peut les revoir, s'il vous plaît. Alors, confirmer ce volet de l'histoire. On dit que la capitale, il y a un lien fort entre le cimetière qui est placé sous les jets d'eau du ministère des Finances.
on l'appelle le cimetière allemand, c'est ça? C'est le cimetière allemand, Et oui. un lien avec la cité, la localité d'Obud qui, apparemment, aurait dû être le premier site de la capitale. C'est vrai? Bon, j'avoue que... On dit que certains anciens de la ville racontent que Yaoundé doit son site aussi parce qu'il y a des Allemands qui avaient été enterrés dans ce cimetière. Mais ils ont été enterrés là parce qu'ils vivaient là, en fait. Ces Allemands, il y a leur nom, il y a la liste dans le livre. Hein. Ça pourrait, ne sursauter pas, mais devant le ministère des Finances, il y a bien là... Mais il n'y avait pas de ministère des Finances à ce moment-là. Bon, voilà. En fait, ce qu'il y avait à côté, c'était la résidence de Hans Dominique. Oui. C'est ça le lien. Et vous allez voir que l'actuel palais, enfin l'ancien palais présidentiel, a la même clôture que la clôture du cimetière. Ce qui est quand même pour un chercheur assez intriguant. Parce qu'à l'époque, les styles architecturaux ne pouvaient pas être admirés entre l'Allemagne et la France. Certainement pas. Il n'y avait pas du tout de convergence en termes d'amitié. Donc, quand on voit la même clôture au cimetière allemand, qu'on retrouve dans le palais des hauts commissaires français, il y a quand même matière à se poser beaucoup de questions. En tout cas, on n'a plus beaucoup de questions à se poser. Vous avez parlé de l'ancien palais qui est devenu le musée national, qui trône sur le plateau de Nkola Tom, voilà, c'est comme ça. Et des noms comme cela, on les retrouve dans cette encyclopédie. Superbe clin d'œil à Jean-Marie Essonneau, qui a fait un travail fantastique. Un travail de recherche assez fouillé. Alors, on va partir bientôt. C'est la fin de cette émission chez nous les artistes. Nous avons eu le plaisir de vous avoir chez nous. C'est chez vous, hein. Vous avez les clés, professeur. Félix, c'est aussi chez vous. Alors, après, next time, on va dire quoi? Next time, après celui-ci, quels sont les projets? Je crois que je suis... Vous réfléchissez encore? Non, je ne réfléchis pas. Le projet sont même là. Je vais dire que je suis peut-être pratiquement les bras du professeur dans... Parce que le prochain livre parle exactement des violences faites aux femmes. Oui. Ah bon? Le professeur qui a écrit un livre sur le harcèlement sexuel. Tout à fait. Déontologie en milieu universitaire. Voilà. Mon livre, c'est un recueil de témoignages des victimes d'agressions sexuelles. Et dans nos prochaines éditions, vous en parlez. Nous faisons un clin d'œil à un jeune qui s'appelle Félix, qui s'appelle Steve Zogaounja, qui a également publié un ouvrage qui s'appelle un film français, une grosse indignation sur les violences faites aux femmes. C'est d'actualité et finalement, on aura le temps d'en reparler. Merci, professeur, d'être passé. Avant que nous nous quittions, je vous annonce l'arrivée d'une grosse pointure de la scène musicale africaine, malien notamment. Cheikh Tidiane Seck, c'est voilà, l'un des maîtres du Super Rail Band de Bamako qui arrive au Cameroun pour prêter main forte sur scène au musicien camerounais Armand Billac de son concert qui sera en concert ce 4 décembre, ce sera mercredi prochain. Mais avant que nous disions au revoir, professeur, merci d'être venu. Tout le plaisir est le mien. Peut-être que vous avez des idées sur des événements que le Cameroun accueille, des gadgets, des livres. Ça peut servir à... Oui, en fait, c'est des vitrines. Si nous écrivons ces livres, c'est d'abord pour mettre en avant notre histoire, notre réalité, notre vécu et notre interprétation. Il est quand même important que nous ne soyons pas toujours adossés à ce que les autres pensent de nous, à ce qu'ils ont comme réflexion sur nous. Après 60 ans d'indépendance, je pense qu'il est important que nous puissions présenter au monde notre vitrine telle que nous la voyons. Merci professeur, merci Félix. L'histoire a encore pris du volume chez nous les artistes ce soir. Et on a des livres à vous faire lire. Passez, on peut les retrouver où, le livre? Librairie des Peuples Noirs. À la Librairie des Peuples Noirs et ici, Édition Afrique Vert partout. Merci, bonne soirée. On vous laisse en bonne compagnie de ces images. C'est en français et en anglais. En français et en anglais. Et c'est aussi assez original. Voici les images de Cheikh Tidiane Seck. Bonne suite des programmes chez nous les artistes. C'est la fin. Bonne suite des programmes sur nos antennes. Excellent week-end. À samedi prochain si ça vous dit. Bonsoir.